Le premier forum parlementaire de l'enfant en Afrique s'est tenu à Rabat les 21 et 22 novembre 2025 sous le haut patronage du roi Mohamed VI et la présidence de la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant. Cet événement continental a réuni plus de 170 invités de 28 pays africains, dont des présidents d'assemblées parlementaires nationales, des ministres et d'autres personnalités officielles. Et pour parler de la situation des enfants en Afrique, nous sommes en direct depuis Paris avec Hind Ayoub Idrissi, professeur de droit à l'université Mohamed V de Rabat et membre du comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Hind Ayoub Idrissi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, parmi les objectifs du premier forum parlementaire de l'enfant en Afrique tenu à Rabat, figure la promotion de la participation des enfants au développement de l'Afrique. Comment peut-on assurer le droit à la participation des enfants aux politiques et stratégiques publiques en Afrique ? Merci pour cette question et tout d'abord permettez-moi de souligner l'importance de l'événement qui a eu lieu à Rabat, une initiative très importante organisée par l'Observatoire national des droits de l'enfant sous la présidence de Son Altesse royale la princesse Lalla Meriem, ce qui consacre les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette garantie de la participation des droits des enfants aux politiques et stratégies publiques en Afrique découle des droits qui leur sont reconnus par la Convention des droits de l'enfant, une convention ratifiée par l'ensemble des États africains. L'ensemble des États africains l'ont ratifiée et ce droit, il est consacré, comme je viens de le dire, par la Convention qui reconnaît aux enfants le droit à s'exprimer librement sur toutes les questions les concernant et que cette expression soit dûment prise en considération en prenant en considération leur âge et leur degré de maturité. Donc, les enfants peuvent participer et doivent participer. Comment on doit faire pour leur assurer ce droit? C'est en garantissant des espaces de participation, des espaces inclusifs, des espaces permanents, doter ces espaces de ressources humaines, de ressources financières, impliquer et rester en contact permanent entre les enfants et les adultes. Ça veut dire que les échanges ne doivent pas être seulement ponctuels ou épisodiques, veiller à mettre en place il y a différents espaces de pouvoir consulter et impliquer les enfants. Et dernière chose sur laquelle je souhaite mettre l'accent, c'est revenir vers les enfants pour les informer de l'impact de leurs orientations, de leurs opinions sur les mesures, les politiques ou les stratégies qui ont été prises. Ça veut dire, quel est l'impact? Est-ce qu'ils ont été consultés et que leur avis a été utilisé pour orienter les politiques ou bien que leur avis n'a pas été pris en compte? Les enfants doivent avoir un certain retour de la part de ceux qui les ont consultés. Alors, le premier forum parlementaire a adopté la déclaration de Rabat pour la participation des enfants au développement de l'Afrique. Quel regard portez-vous sur la mise en place de parlements de l'enfant dans les pays africains ? Et on ne peut que se réjouir de ces initiatives. Chaque fois que j'entends qu'un pays africain s'est doté d'un parlement pour les enfants, on ne peut que se réjouir. Pourquoi? On se rend compte que la participation des enfants est présente dans les agendas africains des droits de l'enfant. Et c'est quelque chose de vraiment à saluer. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est, je vais partager avec vous l'impression de beaucoup d'enfants africains. Quand on les reçoit au sein du comité des droits de l'enfant pour échanger avec eux sur la situation des droits de l'enfant dans leurs pays respectifs africains, notamment la participation des enfants, ils recommandent la permanence de ces structures. Ils disent il faut que nos États garantissent la permanence, nous donnent des moyens pour justement continuer à exercer notre rôle en tant qu'enfants parlementaires, que ces parlements soient inclusifs, pas seulement l'excellence scolaire, mais vraiment une inclusivité, la représentation de la diversité des enfants dans tel ou tel pays d'Afrique. Et dernière recommandation, ça veut dire la prise en considération de ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que quelquefois ils le disent, ils disent
On se sent utilisé. On a envie de savoir jusqu'à quelle mesure ce que nous avons exprimé a été pris en considération. Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Mais les enfants donnent de très très bonnes idées et ils attendent un certain retour euh, pour voir quel était l'impact de ces idées. Selon vous, Hind Ayoub Idrissi, comment le réseau africain pour les droits de l'enfant, créé lors du forum et hébergé par l'Observatoire national des droits de l'enfant du Maroc, pourrait-il faire face aux défis de l'éducation équitable et inclusive en Afrique? C'est une question très intéressante et très difficile, mais ce dont je suis sûre et ce qu'on souligne au sein du Comité des droits de l'enfant, c'est que les enfants sont d'un très grand apport. Ils sont les premiers utilisateurs de certains services publics, notamment l'éducation dont vous avez parlé, par exemple. Ils sont les premiers utilisateurs et donc leurs orientations seront d'un très grand apport lors de l'élaboration des stratégies et politiques publiques en la matière. Ce qu'il faut ils peuvent influencer en faisant un robuste plaidoyer, un grand plaidoyer, pour que les États respectifs se dotent de budgets sensibles aux droits de l'enfant, que les États respectifs fixent des priorités, des objectifs prioritaires, notamment pour des catégories vulnérables ou des catégories ayant des besoins vraiment spécifiques. Par exemple, les filles, même si au fond, je n'aime pas dire les filles parce que les filles, comme les garçons, ne doivent pas être discriminés. Mais la situation en Afrique, sans généraliser, fait, force est de constater que les filles peuvent être lourdement discriminées. Les enfants déplacés, les enfants migrants, demandeurs d'asile, les enfants en situation de handicap, et j'en passe. Donc, ce plaidoyer doit être fait par ce réseau à destination des pouvoirs publics pour justement instaurer une politique éducative inclusive pour tous les enfants et j'ajouterai équitable et j'ajouterai une dimension très importante pour nos États africains, une éducation de bonne qualité. Parmi les défis identifiés par les experts pour la protection des droits de l'enfant en Afrique, il y a notamment le travail des enfants qui est une réalité africaine. Qu'en pensez-vous? Malheureusement, c'est une réalité africaine. C'est une réalité africaine, même si on constate un recul du travail des enfants à partir des années 2000, la fin des années 2000, on constate qu'il y avait vraiment, on est au poids mort depuis 2016. Et au niveau de l'Afrique, on peut dire qu'on a une importante proportion d'enfants au travail. Nous sommes pratiquement à 92 millions d'enfants qui travaillent qui se situe en Afrique. 20% de ces enfants âgés de 5 à 17 ans exercent des travaux considérés comme contrevenant aux normes internationales de travail mises en place par l'Organisation internationale de travail. Et 41 millions de ces enfants, ça veut dire 10%, exercent même des travaux qu'on peut qualifier de travaux dangereux selon l'Organisation internationale du travail. La plus grande partie de ce travail se concentre dans l'industrie qui vient en premier, donc l'industrie, la domesticité, les pêches, les services et autres travaux qualifiés comme dangereux. Malheureusement, c'est une réalité. Alors on a parlé du travail des enfants. Parlons maintenant de l'accès aux soins de santé. Comment est-ce que vous évaluez l'accès aux soins de santé des enfants justement dans le programme en Afrique? Non, là vraiment la situation elle est contrastée. On ne peut pas dire voilà, elle est contrastée. Beaucoup d'efforts ont été consentis par les États africains. Depuis l'adoption des ODD donc et la perspective des objectifs de développement durable et la perspective de 2030, il y a beaucoup d'États africains qui ont fait énormément de progrès. Ils ont présenté des rapports volontaires pour l'atteinte de ces objectifs. Et on le voit d'après l'examen des rapports des États parties qu'il y a eu pas mal de progrès au niveau de la mortalité infantile, la mortalité infanto-juvénile, la lutte contre la malnutrition aiguë, l'amélioration des indicateurs de santé, notamment l'eau potable, l'accès à l'assainissement, etc. Mais
Comme je viens de dire, c'est contrasté. Il y a des États qui ont fait énormément de programmes, qui ont adopté des politiques très avant-gardistes et volontaristes. Ça a commencé davantage par la lutte contre la pauvreté. Parce que le dernier rapport qui a été publié par l'UNICEF à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant le 20 novembre, il a mis l'accent sur le fait qu'on assiste à, je veux dire, à l'augmentation de la privation ou ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Et donc, beaucoup d'acquis peuvent s'essouffler ou on peut perdre pas mal d'acquis, notamment par les coupes budgétaires au niveau mondial, l'abaissement de l'aide publique au développement de la part des pays donateurs, la multiplication des conflits, les crises climatiques, etc. Donc vraiment, déjà, c'est une situation contrastée. L'Afrique subsaharienne connaît beaucoup de difficultés en matière d'accès aux soins de santé des enfants, mais même cet élan et ces progrès qui ont été réalisés risquent de connaître un essoufflement si les États ne revoient pas leur politique au niveau interne et revoient davantage une collaboration au niveau régional. Alors avant de conclure, Hind Ayoub Idrissi, et selon votre expertise, quelles actions concrètes sont attendues des parlements africains pour justement venir en aide aux enfants en situation de rue et lutter contre le mariage précoce? Bien. Donc là, ma réponse, elle sera de 2 ordres. Si l'on parle des parlements, pas des parlements des enfants africains, mais des parlements africains, la première chose en ce qui concerne la situation des enfants en situation de rue, à mon avis, c'est entreprendre des études, connaître les causes profondes. Les causes profondes à la situation, de rue. Est-ce qu'il s'agit de l'absence de milieu familial, l'exclusion du milieu familial, l'inadéquation du milieu familial, les violences, la drogue, alcool, et cetera et d'autres facteurs? Sans connaître les causes profondes, on ne peut pas adopter des stratégies ou des politiques globales, holistiques, pour répondre aux besoins de cette catégorie et garantir leurs droits, premièrement. En ce qui concerne la lutte, plutôt mettre fin, moi je l'appellerais même pas le mariage précoce, mais c'est un mariage d'enfants. Il s'agit de mariage d'enfants. Les parlements peuvent lutter contre ce phénomène, considéré comme une pratique préjudiciable par le Comité des droits de l'enfant, en appuyant les initiatives nationales d'une ou en faisant même des propositions de leur part, donc appuyer pour adopter des lois fixant l'âge de la majorité matrimoniale à 18 ans sans aucune exception et interdisant le mariage des enfants. Quoi. Il arrive que des États, différents États africains que nous avons eu l'occasion d'écouter lors de la présentation de leur rapport au titre de la Convention des droits de l'enfant, présentent des projets de loi pour mettre fin au mariage des enfants, tels projets de loi qui sont rejetés, ça veut dire qu'ils ne sont pas adoptés par le Parlement. Donc là, les parlements africains doivent jouer leur rôle au niveau des lois. Au niveau des budgets, ça veut dire doter les départements en charge des droits de l'enfant et qui ont un mandat transversal, qui peuvent très bien veiller à la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant, y compris la lutte contre le mariage des enfants, les doter de moyens suffisants. On sait que la plupart des départements qui sont en charge de la question des droits de l'enfant ou des questions sociales sont des départements avec un grand portefeuille, mais avec très peu des moyens budgétaires et de ressources humaines consacrées à leurs fonctions. Et donc, faire également leur travail de contrôle des politiques publiques, la reddition des comptes des différents acteurs publics, qu'est-ce qui a été effectivement fait pour lutter contre le mariage des enfants et permettre à chaque enfant de jouir des droits qui lui sont reconnus par la Convention. Moi, j'ajouterais également une préoccupation majeure, à mon avis, en ce qui concerne l'Afrique. Il y a le mariage des enfants, mais il y a également les mutilations génitales féminines sur lesquelles les parlements doivent vraiment se pencher et tout faire pour mettre fin à une pratique préjudiciable qui porte atteinte à l'intégrité et à la sécurité et à la dignité des enfants.
Merci beaucoup Hind Ayoubi Idrissi d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université Mohammed V de Rabat et membre du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Merci à vous.